toujours cette fanfare spécifique à cette série totalement cultissime que sont les Dragon Quest, bien sûr. Donc bonjour à tous, c'est Hooper. Et aujourd'hui, attention, un jeu totalement mythique, en tout cas pour les Japonais. Nous autres, on n'y a pas eu droit, évidemment. C'est un titre sorti fin 95. Comme beaucoup de RPG de l'époque 16 bits, il n'a pas été traduit chez nous, il n'est pas sorti en Europe. Il n'était même pas sorti aux États-Unis, pour tout vous dire. Tout comme le 5e épisode. Très étrange, hein. Les 4 premiers épisodes qui étaient sortis sur NES ont eu droit à une sortie en Amérique, aux États-Unis. Mais après, les 2 épisodes sortis sur Super NES, donc le 5e et le 6e que je vous présente aujourd'hui, n'ont pas eu droit à une localisation anglaise. Alors ça, c'est quand même un mystère, d'autant plus que le 7, sorti plus tard sur PlayStation, et évidemment le 8, que l'on connaît tous, je pense que la plupart d'entre nous connaissons surtout le 8e épisode, c'est le premier à être sorti en Europe, il a été en plus traduit en français et tout, puis c'est un excellent jeu, je crois que c'était en 2004 qu'il est sorti, si je ne me trompe pas. Moi, c'est avec cet épisode-là que j'ai réellement découvert les Dragon Quest. Honnêtement, je pense que c'est le cas de la plupart des Occidentaux, des Européens, hein, puisqu'avant c'était quand même très très compliqué de réussir à jouer à un Dragon Quest. Y jouer en Jap, c'est impossible. Déjà que les Dragon Quest sont réputés pour être une série plutôt corsée, plutôt balèze. En plus, y jouer en japonais, imaginez avec les énigmes et tout, c'était même pas pensable. Voilà. Donc, et vu que le 5 et le 6 n'ont pas eu droit à une localisation anglaise, mais c'était pas possible, quoi. Je me rappelle à l'époque, pourtant, le 6e, ils le vendaient dans les boutiques. Hein. On pouvait le voir dans des boutiques françaises qui pratiquaient l'import. Mais alors, il fallait débourser, c'était 800 balles minimum. Minimum 799 francs pour ce Dragon Quest 6. Je m'en rappelle. S'il avait eu droit à une version US, je pense honnêtement que je me l'aurais pris. Surtout qu'il est sorti juste après que je me suis fait 2 jeux que vous devriez connaître qui sont d'abord Final Fantasy VI puis Chrono Trigger. Donc évidemment, à ce moment-là, j'étais totalement fan des RPG 16 bits, donc il est clair que je me le serais pris. C'était un jeu qui avait une grande réputation, mais en réalité, peu de monde y avait réellement joué. Donc là, je suis très content de vous le présenter, et on n'est pas en émulation, hein. Vous avez dû le voir avec ma petite intro, là, que je vous ai faite au début de la vidéo. Vous avez vu une petite cartouche, parce qu'il faut que je remercie 2 personnes. D'abord, Shendream. Grâce à lui, en fait, j'ai eu plusieurs cartouches. Ça s'appelle des cartes mode. C'est-à-dire, c'est des cartouches que l'on peut faire fonctionner avec une Super Nintendo classique, mais en fait, qui ont été... où dedans, on a mis la ROM. Généralement, on met surtout des ROM de RPG, puisqu'en fait, ce sont des jeux qui ont été traduits, bien sûr, par des groupes de traduction, de traducteurs amateurs, du genre Terminus Traduction. Ce jeu-là a été traduit par un mec qui s'appelle PSX Hacker. Je crois que c'est pas un groupe, c'est difficile de trouver des informations sur la traduction de Dragon Quest 6, mais je crois que c'est une personne seule qui a fait la traduction. La traduction n'est pas extraordinaire, elle n'est pas finie, il y a des morceaux qui sont restés en anglais. Enfin, heureusement, elle a été faite à partir de la version de la traduction, puisqu'il y a eu aussi une traduction anglaise. Cette version semi-française a été faite à partir de la traduction anglaise. Donc heureusement, même quand ce n'est pas traduit en français, ça reste en anglais. Donc ça reste compréhensible. Imaginez si ça a été fait à partir de la version Jap, c'est pas possible. Là. Vous imaginez un mot moitié français, moitié japonais, ça aurait été totalement incompréhensible. Là, heureusement, on arrive à comprendre. Même si c'est pas extraordinaire, il y a certaines tournures de phrases qui veulent pas dire grand-chose. Il y a des gros soucis, il y a même des bugs. Des bugs qui font carrément planter le jeu, mais ça, il faudra que je vous en reparle. Vous m'y ferez penser. Mais bref, donc voilà, je remercie Shendream, sans qui je n'aurais pas de cartouche. Et Monsieur Rémi, donc qui est le webmaster du site ultimate-console.fr. Je vous mettrai le titre, l'URL exact du site sur la vidéo, là. Donc Rémi, le webmaster de ce site, donc qui pratique les cartes mode à jouer à plus tard sur la Super Nintendo, qui fait en sorte que l'on puisse m'embrouiller complètement. Mais bref, de toute façon, vous allez sur le site, voilà, vous allez sur ultimateconsole.fr et vous comprendrez un peu ce que c'est exactement que le carte mode. Voilà, c'est le principe de d'inclure une ROM traduite, généralement de RPG. Évidemment, de jeu qui n'est pas sorti à l'époque chez nous, à l'époque de la sortie du jeu chez nous, qui n'est jamais sorti en Europe, mais après, je viens de vous l'expliquer, grâce au groupe de traducteurs, il a eu droit à une traduction française. On implémente ça dans la cartouche, avec des petits bidouillages et tout ça, moi je m'y connais pas assez, et bref, grâce à ça, on peut y jouer directement ça ressemble à une cartouche, tout ce qu'il y a de plus classique, une cartouche Super NES, on le met dans sa console, et on peut y jouer avec une Super Nintendo, sur sa télévision, avec une vraie manette de Super Nintendo.
C'est ce que je vous fais actuellement, et j'ai eu d'autres cartouches comme ça, voilà. Donc vous allez sur ce site-là, et vous saurez tout ce qu'il faut savoir sur cette méthode de faire. Bon, je vois que vous venez donc de voir l'intro, on va commencer directement. Je sais pas trop quoi vous montrer. Donc Dragon Quest VI, je viens de vous le dire, ce n'était pas un jeu que j'ai fait à l'époque, donc là j'y ai joué, j'y suis depuis une dizaine de jours. J'y ai joué une bonne trentaine d'heures, je ne l'ai pas fini. C'est un jeu qui est quand même assez difficile, mais surtout qui est rébarbatif, mais alors... c'est un truc de fou furieux quoi. Voilà, vous voyez en bas, version française, PSX Hacker, voilà, avec le soutien de Terminus Traduction, qui est un groupe très connu, hein. Chrono Trigger, FF6, c'est eux. Mais PSX Hacker, je crois que c'est une personne seule, hein, donc déjà chapeau pour ce type-là, même si la traduction n'est pas complète et tout, s'il y a des bugs et tout ça, mais quand même, s'il est seul à avoir fait ça, moi je dis chapeau. Mais elle est faite, je dirais qu'elle est faite à 75% tout de même, hein, donc ça va. On va commencer avec cette sauvegarde-là, je sais pas trop quoi vous montrer. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je ne sais pas trop quoi vous montrer réellement. Vous voyez que je suis parvenu jusqu'au level 30. C'est assez loin quand même, hein. Je pense qu'on peut arriver à la fin du jeu en étant... level 50, level 55, donc ça vous donne un peu une idée. Je pense que j'ai tout de même dépassé la moitié du jeu, en y jouant une trentaine d'heures. Donc je peux donner mon avis honnêtement. Et je peux également vous dire que si je n'avais pas eu à faire une vidéo, enfin si j'avais décidé de ne pas faire une vidéo, je n'aurais pas continué ce jeu. J'aurais arrêté au bout d'une dizaine d'heures maximum, parce que vraiment, je vais vous dire de suite mon avis. Dragon Quest VI pour moi c'est un jeu chiant. Voilà, je crois que le mot c'est chiant, il n'y a pas d'autre... adjectif, c'est un jeu chiant. Je comprends pas comment on peut s'amuser. Évidemment, je vais pas non plus vous raconter toute la genèse des Dragon Quest. Et vous allez sur Wikipédia, vous allez sur des sites qui parlent des RPG. Vous allez forcément trouver des dossiers plus que complets sur Dragon Quest. Évidemment, c'est une série qui est ultra populaire au Japon. C'est un événement à chaque nouveau Dragon Quest. Le premier est sorti sur NES en 1986. Et déjà là, c'était un truc de fou, il s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Depuis ce jour-là, tous les Dragon Quest se vendent à plusieurs millions d'exemplaires, malgré le fait qu'ils sortent pour la plupart uniquement au Japon. Par exemple, ce sixième opus est vendu à 3,20 millions d'exemplaires uniquement au Japon. C'est totalement colossal. C'est vraiment... C'est rentré dans la culture, les Dragon Quest, au Japon. Bon, c'est pour ça d'ailleurs que moi, je voulais, entre autres, que depuis une quinzaine d'années, je veux jouer au Dragon Quest, et c'est surtout à ce sixième opus qu'il y a eu des critiques monumentales dans la presse spécialisée. Et j'avoue que je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Surtout que ce jeu-là est sorti fin 95, en décembre 95. Il est sorti après des jeux comme, encore une fois, Chrono Trigger ou FF6, mais même FF5 ou FF4 pour moi sont supérieurs. Et je parle pas des actions RPG de type Secret of Mana et tout ça, Seiken 3. Ça explose en tout point ce Dragon Quest 6. C'est pour ça que je ne comprends pas l'engouement que les Japonais ont pour cette série. Mais ça, on y reviendra plus tard parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je vais essayer de voir un peu tous les points faibles et les points forts que j'ai pu voir durant ces 30 heures de jeu. Et voilà, vous pouvez évidemment vous faire votre propre avis. Vous pouvez largement y jouer sur émulateur. Et vous verrez, mais c'est vraiment quelque chose de très spécial. C'est tellement simpliste et tellement basique. Déjà, le scénario, il pourrait se résoudre à ça. Oh, j'ai peur. Je suis une gentille et je suis poursuivie par un méchant. Je suis le méchant et je veux tuer la gentille. Alors évidemment, magnifique sketch des inconnus que je vous conseille. Vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez Les Inconnus Bioman, si vous voulez voir ce sketch entièrement. C'était la grande époque des inconnus. Mais voilà, mais vraiment, bien sûr, je caricature, mais c'est ça quoi. C'est ça, nom de Dieu. Un scénario totalement sans intérêt, sans consistance. En tout cas pour ma part, les persos sont totalement transparents. Et l'histoire se répète constamment au fil du jeu. Mais c'est vraiment spécial comme truc. C'est... Sérieux, je ne comprends pas. On est à 1000 lieues des FF. Mais à 1000 lieues, on n'est pas à 100 lieues. Non, on est à 1000 lieues. On se croirait revenu il y a 20 ans avec ce jeu. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, je ne comprends pas. Bon, alors voilà, si je suis venu ici, donc ce n'est pas ma sauvegarde où j'en suis rendu le plus loin dans le jeu. Voilà, c'est parce qu'il y a eu un petit moment, une petite séquence que j'ai bien aimé, que j'ai bien apprécié. Donc voilà, si on discute avec la plupart des villageois, donc là bien sûr on est dans une ville, Monstrozu je crois que ça s'appelle. Alors regardez, quand on part de la ville, on se retrouve toujours directement sur la world map. Alors les combats se font, vous allez voir, je vais au moins vous en faire un. Voilà, donc là on déplace tous nos
tout mon groupe de personnages que j'ai récupéré jusqu'à présent. Je crois qu'il n'y a que 6 personnages jouables en tout, et on peut en diriger 4 en même temps pendant les combats. Ce que vous allez voir là. Alors, regardez-moi la dégaine des mobs. Alors ça c'est un bon point, c'est vrai. Le Karan Design, évidemment, c'est monsieur Akira Toriyama, comme tout le monde le sait, qui fait le design, que ce soit des monstres ou des personnages de toute la série des Dragon Quest. Il a commencé avec le premier en 86, et même jusqu'à Dragon Quest 8, sur la PlayStation 2, c'est toujours lui qui a fait le design des monstres et des personnages. Mais on le reconnaît, il y a mais la gueule des personnages, regardez, là, en même temps que je parle, je ferai un petit montage, histoire de vous montrer. Regardez la gueule du personnage. C'est Gohan. Voilà, c'est Gohan. C'est juste sa couleur de cheveux qui est violette. Mais le reste, c'est entièrement sans Gohan. Un autre personnage, ça va être une espèce de Trunk en puissance, quoi. Un autre personnage, ça va être C18 qui a fusionné avec C17, quoi. Vous voyez, une espèce de limite Android, de truc. Mais voilà, c'est vraiment Toriyama. C'est clair que c'est un dessinateur, c'est l'un des plus grands mangaka de toute façon de tous les temps, bien sûr. Mais c'est toujours la même chose. C'est toujours pareil. Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dr. Slump, Dragon Quest, Chrono Trigger, évidemment, c'était lui qui avait fait aussi le design de Chrono Trigger, Blue Dragon, plus récemment sur la 360, mais c'est toujours la même chose. C'est sympa. Ce type a évidemment un immense talent. Les personnages sont ultra charismatiques et vachement bien foutus. Il a beaucoup d'humour et tout. Mais c'est toujours la même chose, quoi. C'est toujours la même chose. Et par contre, ce qui est marrant, c'est de savoir que Dragon Ball, je crois, est sorti fin 84 et Dragon Quest 86. Donc en réalité, peu de temps sépare le manga Dragon Ball du premier Dragon Quest, du premier jeu vidéo auquel est participé Toriyama. Donc vous voyez, c'est intéressant de voir que est-ce que c'est plutôt Dragon Ball qui l'a influencé? Oui, bien sûr, parce que Dragon Ball a été son premier projet, mais c'est à peine un an et demi plus tard, disons un an plus tard, qu'il a commencé à bosser sur Dragon Quest. Donc vous voyez, c'est peu de temps après, quoi. Peut-être même que pour les futurs épisodes de Dragon Ball, voire Dragon Ball Z, c'est peut-être bien Dragon Quest qui a influencé Dragon Ball. Bon, évidemment, c'est une hypothèse totalement personnelle, hein, mais c'est possible, hein, quand on réfléchit quelques secondes. Bon, allez, je vais peut-être me faire ces personnages. Alors, comment se passent les combats dans ce jeu? D'abord, vous l'avez vu, combat aléatoire à la FF, c'est-à-dire on se déplace sur la map, les ennemis sont invisibles, que ce soit sur la map ou dans les donjons ou les caves, d'ailleurs c'est toujours pareil. Et au bout de quelques pas, bien sûr, on va entrer en collision avec un ennemi invisible et on va rentrer en séquence de combat. Et là, on a droit à une vue subjective. C'est vraiment spécifique au Dragon Quest, ça encore. Ça n'a rien à voir avec les FF ou tout ça. On ne voit pas nos personnages. Voilà, on voit à travers les yeux de nos personnages, vus à la FPS, quoi. Et donc on voit les ennemis, et donc évidemment on peut choisir si on veut attaquer directement, si je veux utiliser une technique, si je veux utiliser un sort, bon là c'est ultra classique, si je veux utiliser un objet, si je veux parer la prochaine attaque, ou si je veux m'équiper. Alors ça c'est spécial aussi, c'est-à-dire que même pendant un combat, on peut choisir de s'équiper avec une autre arme, ou on peut carrément changer complètement notre armure, ou ce genre de choses. Généralement, ça, on peut pas le faire directement pendant les combats dans l'RPG. Il faut attendre d'aller après le combat, on va dans le menu, l'inventaire, équipement, et on peut. Mais quand on est en plein combat, on peut pas faire ça. Dans les Dragon Quest, on le peut. Et c'est plutôt sympa, parce que par exemple, là, je suis équipé du Bladed Boomerang, qui me permet en fait de toucher tous les ennemis en même temps. Mais évidemment, je leur fais peu de dégâts. Tandis que si je voulais, je pourrais prendre la Holy Sword, qui est plus puissante, mais qui touche un seul ennemi en même temps. Donc, il y a un côté stratégie, et finalement, j'ai trouvé ça plutôt sympa de pouvoir faire en sorte de s'équiper directement en plein combat. Et il y a également un truc très important, voilà, tactique. C'est-à-dire que, étant donné que l'on dirige 4 personnages et que les combats sont extrêmement longs et emmerdants, je tiens à le dire, dans ce jeu, on va pouvoir en fait, regardez, si je fais Faites le max, en fait je vais seulement diriger le héros principal que j'ai nommé Hooper, et c'est pour ça qu'en haut vous voyez Hoop pour Hooper. Le deuxième c'est Hassan, c'est le second personnage que l'on a récupéré dans notre équipe, Muriel et Barbara. Ah Barbara là, je croyais que j'avais Chamono là, ou Chomano, je sais plus comment il s'appelle, Chamonix là, Chamono, le sorcier, je sais plus comment il s'appelle. Ah j'ai Barbara, oulala, faut que je fasse gaffe parce qu'elle a que 65 HP là. Je me rends compte d'ailleurs que je ne suis pas full HP, là j'ai que 99 avec Hooper. Donc H c'est mon nombre de points de vie, 99 avec Hooper. M évidemment mon nombre de points de mana. Et le L c'est le level 22, 22, 20, 14. Et donc je vais vous parler de la stratégie. Très simplement, en fait on peut faire en sorte que les personnages soient dirigés par l'ordinateur. Regardez, si je fais Faites le max, je vais seulement
choisir une commande pour Hooper. Donc par exemple, je vais faire attaquer normalement. Et c'est parti. Là, je lâche la manette. Je ne touche plus à rien. Voilà, on voit Hooper là qui est attaqué avec le boomerang. Il a fait des dégâts à tout le monde. Là, Muriel fait une attaque classique. Barbara qui lance un fireball. Elle fait 24 de dégâts à l'un, 23 à l'autre, 24 au dernier. Hassan qui fait un spin kick. Il fait 64 de dégâts à l'un, 46 à l'autre et 41 au dernier. Voilà. Là, j'ai seulement choisi une action pour Hooper. Pour le héros quoi, et ensuite vous avez vu tous les autres personnages en fait ont été choisis avec l'IA. Heureusement, parce qu'on va devoir faire un nombre incalculable de leveling, c'est-à-dire du bashing de mobs très simpliste dans ce jeu, histoire de pouvoir augmenter en points d'expérience. Vous voyez que là j'ai reçu 268 expériences et 60 gold, histoire de pouvoir augmenter le level. Oh ben tiens voilà, je viens d'augmenter le level, c'est magnifique. Voilà, Hassan vient de passer level 23. Voilà, son maximum de points de vie a été augmenté de 7, son maximum de points de mana est augmenté de 1. Points de mana en même temps on s'en fout vu qu'il ne peut pas utiliser la magie, Hassan. Les statistiques de Hassan ont augmenté, voilà évidemment, on gagne en force, en vitesse, en sagesse, vous voyez en agilité. Enfin bref, le truc classique quoi. Oh là, mais Muriel aussi a augmenté de level, décidément c'est la fête là. Voilà, mais vous voyez comment ça se passe quand on augmente de level. Et le problème dans ce jeu, c'est que les boss sont extrêmement difficiles. Généralement on a un boss dès qu'on va dans un donjon ou une grotte. Et on sera en fait obligé dans ce jeu de faire du leveling. Et ça, c'est vraiment horrible. C'est-à-dire qu'en gros, toutes les 30 minutes, il va falloir faire du leveling. Pendant au moins 15-20 minutes. C'est-à-dire tuer des mobs comme ça à la chaîne, histoire d'augmenter nos levels. Sinon, on ne pourra pas détruire le boss. J'ai trouvé ça vraiment horrible. Mais vous allez voir que tout à l'heure, parce que j'ai fait une liste, il y avait tellement de points négatifs dans ce jeu que j'ai pris une feuille de papier et j'ai tout écrit sur une feuille de papier. Et je vais tout vous dire un par un ce que j'ai trouvé de négatif et de positif, hein, bien sûr. Je suis objectif, mesdames et messieurs, et de positif à ce jeu. Bon, allez, je reviens un peu ici, on est rendu combien de temps? Voilà, presque 18 minutes, c'est magnifique. Alors, pourquoi je suis venu ici? Oui, parce qu'il y avait une petite séquence que j'avais plutôt appréciée. Voilà, regardez, quand on discute avec les villageois, il semblerait qu'Amos soit malade, il a dormi toute la journée. Voilà, dès qu'on parle en fait à un personnage, je vous en montre un autre, voilà, lui. Si vous devriez le reconnaître si vous avez joué, si vous aimez un peu les RPG, j'imagine que vous avez dû vous faire Dragon Quest 8 sur la PS2. Oui, c'est le bonhomme, l'espèce de gladiateur avec un casque doré, là, vous voyez. C'est un personnage récurrent au Dragon Quest. Mais il y a beaucoup de choses qui sont spécifiques au Dragon Quest. D'abord, il faut savoir que les Dragon Quest sont toujours dans un univers médiéval fantastique, un univers moyenâgeux. Contrairement au FF, ça peut se passer dans le futur, dans le passé, un petit peu partout. Les Dragon Quest sont ultra semblables de l'un à l'autre. C'est toujours pareil, quoi. Mais ça, j'y reviendrai encore une fois. Donc bref, voilà, quand on discute avec des personnages, voilà, ils nous parlent généralement de Amos. Alors attendez, parce que voilà, lui par exemple, je crois qu'il va nous en parler. Proposer un plan. Alors, là par exemple, là c'est une erreur de traduction, parce que regardez, il nous dit bonjour, je suis venu vous proposer un plan, et il enchaîne par bienvenue, s'il vous plaît, parlez à mon père. Ce qui ne veut absolument rien dire, hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, ce qui est marrant dans cette séquence, vous allez voir dans cette scène du jeu. En gros là, on a appris qu'il y avait Amos, qui était un peu le héros du village, mais qu'il était fatigué tout le temps. Donc voilà, d'ailleurs il le dit, Amos, je suis fatigué. En fait, ce personnage-là est un perso caché, que l'on pourra recruter dans notre équipe, mais qui est caché. Et en fait, ce que je fais là, c'est une sorte de quête annexe du jeu. Il y en a beaucoup, attention, ça c'est également un bon point. Beaucoup de quêtes annexes, de quêtes secondaires dans le jeu. De toute façon, Dragon Quest, c'est une aventure immense, c'est une espèce d'épopée absolument grandiose, quoi. C'est très, comment dire, je sais pas comment vous dire, mais c'est une espèce de grande aventure qui dure extrêmement longtemps. La durée de vie, c'est au moins 60 heures, je dirais. Donc c'est ça. Mais le souci, c'est qu'il se passe rien, quoi. C'est plat de A à Z, c'est mou. Le scénario avance au compte-gouttes, c'est toujours la même chose. Et moi, ça me saoule plus que ça ne m'intéresse. Voilà, c'est qu'il y a vraiment rien. Il se passe rien du tout dans ce jeu. Et je m'étais déjà fait la remarque avec Dragon Quest 8, que je n'avais pas fini. Je m'étais fait une bonne quarantaine d'heures. Je pense que j'ai dépassé la moitié du jeu dans Dragon Quest 8, mais j'en avais marre de voir que le scénario était le néant, quoi. Putain, en gros, c'est les démons qui sont les méchants, il faut les détruire. Parce que nous, on est des humains et on est les gentils. Mais c'est ça, je vous assure que c'est ça. Et ça vole, ça pète pas plus haut que ça, mais c'est la vérité, quoi. Je ne comprends pas cet engouement, cette popularité envers les Dragon Quest. Si ça s'appelait pas Dragon Quest, mais est-ce qu'on en parlerait autant, je me le demande. Pourtant, le 8ème avait vraiment des atouts. Le 8ème, j'avais vraiment bien aimé, attention, hein. Mais là, je joue au 6ème épisode, qui en plus
est considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur épisode, avec le 3e sur NES. Mais je suis tombé de haut, quoi, avec ce jeu. Je suis tombé de haut. La réalisation est très bonne. De toute façon, on y reviendra au niveau de la technique. Donc bref, voilà, on retrouve donc Amos. J'arrête pas de me couper la parole. Je suis désolé, mais j'ai tellement de choses à vous dire, c'est difficile. Je suis désolé, je suis désolé. Hein. Les derniers invités ont tout laissé en désordre. Bon, il y avait des invités. Peut-être aimeriez-vous dormir dans une autre village. Alors là, il nous propose d'aller dormir dans un autre village parce que chaque nuit, il se passe, j'arrive pas à parler, ça commence. Chaque nuit, il se passe quelque chose de spécifique. C'est qu'il y a un monstre, en fait, qui vient emmerder, c'est magnifique, c'est la fête, là, ça y est. Qui vient emmerder tous les habitants du village, qui viennent troubler le repos. Voilà, ça c'est une belle formule, ça, vous voyez. Qui viennent troubler le repos des habitants du village. Regardez, je vais aller parler à lui. Il nous dit oui, ça ira. Mais non, ça va pas, là. Oui, ça ira. Ah, je sais plus, alors attendez, on va dormir, là. Non, on peut pas. Putain, qu'est-ce qui se passe là? Non, je vais pas mémoriser, c'est con ça. Ça, c'est une skill du héros. On peut mémoriser une conversation, histoire de s'en rappeler par la suite. Je trouve ça complètement con. Voilà, Amos, il m'a là toute la journée. Et ouais, d'accord, mais si je parle à lui, je devrais pouvoir dormir là. Oui, ça ira, oui. Ah oui, d'accord, je suis sûr qu'il faut que je mette non. Voilà, ça c'est encore... Voilà, ça c'est aussi un gros problème de la traduction. Hein. Regardez, il me dit oui, ça ira. Bon, il faut mettre oui, j'imagine. En fait, là, il faut mettre non. Voilà, on met non, après il nous dit très bien, et on doit répondre oui ou non. Alors, répondre oui ou non à quoi, on ne le sait pas, il n'y a pas eu de question. On met oui. Invité, vous ne pouvez pas sortir dehors, d'accord? Ce n'est rien, absolument rien, seulement retournez vous coucher. Retournez vous coucher alors qu'on n'était pas au lit. Vous voyez, vraiment, c'est sympa que PSX Hacker là, nous ait fait une traduc, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de phrases qui n'ont ni queue ni tête. Et on a du mal finalement à comprendre souvent le sens des dialogues du jeu. Souvent, ça ne veut absolument rien dire. C'est quand même dommage. C'est surtout dommage que personne d'autre n'ait fini son boulot, quoi, parce que c'est quand même Dragon Quest VI et c'est un titre totalement cultissime. Et là, on a affaire à une version à moitié traduite. C'est dommage. Voilà, ce qui s'est passé en fait, c'est que voilà, toutes les nuits, voilà, nous revoilà, ça ne veut absolument rien dire, c'est pas grave. Toutes les nuits, en fait, voilà, il y a un monstre qui vient hanter le village. Et moi, ça m'a fait vraiment penser. Ah, je suis redescendu. Ça m'a vraiment fait penser à Son Goku de DBZ. Alors c'est assez marrant parce que Toriyama, DBZ, là, une scène du jeu. Voilà, en haut il y a un monstre. On va y aller, on va être obligé de le combattre. Et on va en fait se rendre compte par la suite que c'est Amos. Voilà, c'est lui, sauf qu'il ne le sait pas. Voilà. Et en fait, les habitants du village vont apprendre ça un petit peu en même temps que nous. Parce qu'en fait, il s'est fait attaquer, il s'est fait mordre par un monstre alors qu'il avait sauvé le village. Et depuis ce moment-là, donc ça, en fait, ça fait depuis quelques jours dans l'histoire du jeu, il se transforme toutes les nuits en monstre. Voilà. Et donc, il va falloir... Et par la suite, selon ce qu'on va faire, ou ce qu'on va lui dire, ou ce qu'on ne va pas lui dire, on pourra... Attendez, alors je vais m'équiper de la Holy Sword. On pourra le recruter dans notre équipe ou pas. Donc là, par exemple, à tactique, je vais mettre suivre ordre, histoire que je puisse contrôler tous les personnages, hein, histoire que ce ne soit pas l'IA qui s'en occupe. Sinon, on peut mettre pas de magie pour que l'IA se charge de nos coéquipiers, mais sans utiliser de magie, histoire de pouvoir garder sa magie pour les boss. Go all out, c'est pour s'enfuir, sauver sa vie, j'en sais rien du tout. Back me up, c'est pour me protéger, back me up, je pense. Voilà, donc là on va mettre suivre ordre, si j'y arrive, voilà. Et donc c'est parti. Donc là je me suis mis la Holy Sword, donc je vais attaquer normal avec Hooper. Hassan, on va lui mettre ouais, Spirit Punch, je pense. Spirit Punch c'est sa meilleure attaque, mais elle a beaucoup de chances de rater. Le boss a genre 30 ou 40% d'esquiver l'attaque, donc ça fait ce qui fait qu'on rate souvent, mais quand on touche, on lui fait beaucoup de dégâts. Muriel, qui est un petit peu la healeuse du groupe, hein, un membre de soutien, voilà, increase, raise défense à livrer. Ça par exemple, ça n'a pas été traduit en français, c'est pas grave, on comprend quand même ce que ça veut dire. Raise défense, c'est-à-dire qu'elle va augmenter la défense de tous les membres de mon groupe. Et Barbara, ah mais quel con, j'aurais dû choisir Chamolo là, Barbara elle va me servir à rien. Ah, j'aurais dû changer. C'est pas grave, maintenant je peux plus changer par contre, évidemment, quand on est en combat on peut changer son équipement, mais on peut pas non plus changer directement de personnage, sinon ça serait un petit peu trop facile. Qu'est-ce que je vais faire? Putain, je vais tenter un sap, voilà, réduire la défense de l'ennemi, mais souvent ça rate. Voilà, Assa il a mis 82 de dégâts, Hooper 42 de dégâts, Muriel, ouais, increase, donc la défense de l'endroit, et Barbara sap, évidemment, il est pas affecté, j'en étais sûr. Donc ça c'est un boss, mais il est plutôt facile, et généralement les boss sont
assez complexe. Je vais essayer de manier. Voilà, Spirit Punch, sort, Banish Enemy, ça fera rien du tout. Allez, un petit Ice Bolt dans la tête là. Ça me coûte... Non, 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 putain, je voulais pas faire ça. Pas grave. Alors, pour l'instant, j'ai du bol. Les deux attaques spéciales de Hassan l'ont touché, vous avez vu. Alors que généralement, ça rate. Hein. Enfin, ça rate très souvent, on va dire. Alors, on va continuer comme ça. Alors, les combats sont très relous parce que c'est toujours la même chose. Une fois qu'on fait quelque chose, c'est toujours pareil. Avec Hassan, même là, j'en suis rendu à 30 heures de jeu. Et ce que je fais dans 99% des combats, c'est le Spirit Punch. Muriel sert en gros à healer le groupe. Là, elle va healer... Personne s'est pris trop de dégâts, donc... Là, pour l'instant, elle a droit à 2 heals. Vous voyez, un premier heal qui restaure 30 HP. Un second qui restaure 80 HP. Toujours un allié. J'ai aucun heal de groupe. C'est incroyable. J'en suis rendu à 30 heures de jeu. Et je n'ai aucun heal de groupe. Si, c'est hallucinant. J'ai un heal de groupe sur une bestiole, en fait, que j'ai... sur un monstre que j'ai réussi... Comment dire, à attraper, à éduquer. Voilà, parce que comme dans Dragon Quest V, qui avait instauré ça dans la série, on peut recruter en fait des monstres, voilà, qui se joindront à nous. Après, qui gagneront en level, qui gagneront des spells qui leur sont spécifiques, des sorts spécifiques à ces monstres, et que l'on pourra ensuite se servir pendant des combats. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Bon, non, mais je vais lui refaire le coup du Ice Bolt. Hein. Voilà, et Barbara, elle va retenter un sap. Alors là, je lui ai fait que 8 de dégâts. Voilà, vous avez vu, Hassan, là l'autre il a réussi à esquiver. Avoid, je pense que c'est esquive ça. Alors on va essayer de se manier, voilà, mais c'est très répétitif. Hein, même les boss, on fait généralement toujours la même chose. Voilà, Barbara, qu'est-ce qu'elle peut faire? Un ennemi to sleep, alors on va tenter ça. On va tenter d'endormir ce monstre là. Ah, il a encore raté, Hassan. Voilà, Hooper 42 dégâts. Ah ça c'est les attaques les plus chiantes, parce que là... Il nous fait une attaque, regardez-moi ça, il a mis Barbara à 10%. Ça, c'est les attaques les plus chiantes. Il y a des boss d'ailleurs qui peuvent attaquer 2 fois en un même round. Alors évidemment, je vous l'ai pas dit, il n'y a pas de barre ATB. Hein. C'est-à-dire que ça se joue par round. C'est-à-dire, je choisis mes actions, toutes mes actions. Voilà, Hooper attaque, Hassan attaque, Muriel fait son Ice Bolt, Barbara va crever. Barbara va forcément crever, donc je vais tenter de parer. Et une fois que j'aurai fait mes attaques, c'est le boss qui va faire son attaque. Même si les ennemis généralement peuvent faire des attaques entre nos propres attaques. Hein. En gros, il faut un petit peu les attaques quand ils veulent. Mais ça se passe comme ça, round après round. Il n'y a pas de barre ATB comme dans les finals, quoi. Ça aussi, c'est spécifique au Dragon Quest. Hein. Bon, on va continuer comme ça. Hein. Vous voyez, c'est très passionnant, non? Mais ce que vous voyez là, c'est ce que j'ai fait durant les 20 heures de jeu sur les 30 heures auxquelles j'ai joué à ce jeu, vous voyez. Voilà. Ça vous montre... Attendez, ça vous montre un peu une idée... de ce jeu. Voilà, c'est la fête. Que vous dire d'autre? Ah, je sais également qu'il y a du mode 7 dans le jeu, mais je n'ai pas encore eu accès, encore une fois, c'est incroyable. Pourtant j'ai joué 30 heures et j'ai pas vu un pet de mode 7. Je pense que c'est quand on aura le Pégase vers la fin du jeu. Alors il faudrait quand même pas que je crève, donc on va faire ça. Muriel, un heal mort sur... oulala, il est à 29 points de vie. Sur Muriel. Et Barbara, tu sers vraiment à rien. Essaye de faire encore un sap. J'espère qu'il va pas... Ah ben voilà, il est mort, magnifique. Bon, ben, il était super simple. Hein. On a des boss qui peuvent être très difficiles. Mais il y en a qui sont aussi très faciles. Qui sont à contrario très faciles. C'est vraiment... On sait jamais, quoi. On peut tomber... Ce qui est énervant, c'est qu'on tombe sur des boss... Ah ben regardez, Barbara, le maître des bêtes, a appris Zombie Trainer. Oui, parce qu'il y a un système de classe dans le jeu. C'est ça, je vous l'expliquerai... plus tard, quand je prendrai ma partie avec les 30 trucs. Donc voilà, regardez un peu ce qui se passe. Je vous laisse apprécier avec la petite musique, là, elle est pas trop mal, je crois. Ouais, les musiques sont quand même pas mal, c'est vrai, mais il y en a très peu, putain. Je m'étais déjà fait la remarque quand je m'étais fait Dragon Quest 8. Et je m'étais dit, putain, mais c'est pas possible, dans chaque ville, on a la même musique. Dans chaque donjon, on a la même musique. C'est quoi ces conneries pour un RPG qui sort en 2004? Eh bien, c'est pareil dans ce Dragon Quest 6. Chaque village, et je peux vous dire que des villages, il y en a une palanquée, une vingtaine, une trentaine dans le jeu, c'est hallucinant, des villages, des villes, des châteaux. Mais alors, il y en a à foison. Mais c'est toujours la même musique.
putain, dans chaque village, c'est la même musique. Dans chaque château, c'est la même musique. Dans chaque donjon, c'est la même musique. Je trouve ça incroyable. En 30 heures de jeu, si j'ai écouté 10 musiques différentes, c'est déjà bien. Voilà, alors on va dire 15 musiques. J'ai dû entendre 15 thèmes différents, quoi. Je trouve ça sidérant, moi je trouve ça incroyable, mais bon. Encore une fois, je suis peut-être le seul, je sais pas. Hein. Donc voilà, vous avez compris avec Amos, c'était Amos. Forcément, ça fait beaucoup penser à Goku de DBZ quand il se transforme en gorille, en singe, alors qu'il ne le sait pas lui-même. Enfin, moi en tout cas, ça m'a beaucoup fait penser à ça. Et maintenant, les habitants le savent, voilà, pauvre Amos, à devoir devenir cette chose chaque nuit. Maintenant, vous allez voir, je vais aller lui parler. Et c'est en fonction en fait de notre réponse, de ce qu'on va lui dire. Voilà, regardez lui là. Il nous dit, quelqu'un a presque tué la dernière fois, mais je crois que c'est lui qui nous dit, vous ne pouvez pas rester ici, quelqu'un a presque tué la dernière fois. Non, c'est pas lui qui le dit. Alors attendez. Un autre personnage va nous dire de ne pas lui dire que c'est lui qui se transforme en monstre. Non, c'est pas. Non, je crois qu'il est en haut. Voyons. Amos doit être vraiment malade, il est toujours aussi fatigant. J'ai connu, non, c'est pas ça. Regardez l'église là à gauche. Le seul endroit dans le jeu où l'on pourra sauvegarder. C'était pareil dans Dragon Quest 8, probablement dans les autres Dragon Quest. On est obligé d'aller comme ça, d'aller voir le prêtre dans l'église. Regardez, je vais y aller juste 2 secondes, vous allez voir ce qu'il nous propose pour pouvoir sauvegarder. Ce qui veut dire que quand on est au fin fond d'un donjon et tout, on n'a aucun moyen de sauvegarder. Et vu que généralement, quand on tombe devant le boss, on n'a pas un level assez fort et que le boss nous tue en 3 coups, eh bien on revient automatiquement. Enfin, on meurt pas complètement, en fait on gagne notre expérience, mais on doit payer une espèce de taxe parce qu'on est mort au prêtre, quoi. Voilà, vous voyez, sauvegarder jeu bien sûr. Alors XP requis, c'est le seul moyen de voir combien il nous manque d'expérience pour atteindre le prochain niveau. Voilà, Hooper 6743, Hassan 9300, etc., etc. On peut également se guérir du poison. Je me suis jamais servi de ça. Voilà, pas une seule fois j'ai été empoisonné. Enfin, ou alors si j'ai été empoisonné, mais vu que j'ai toujours des personnages dans mon groupe, voilà, soigner poison, des personnages de mon groupe qui peuvent soigner le poison, je ne comprends pas trop l'utilité de ça. Et revive, histoire de pouvoir ressusciter, sorte de résurrection, un de mes compatriotes. Ça sert beaucoup, puisque même si maintenant... Quoique, attendez, je crois que j'en ai pas en fait de sort de résurrection avec Muriel. Non, j'en ai pas, vous voyez, incroyable. Même là, pourtant là, ce stade du jeu, j'ai bien joué une vingtaine d'heures, je n'ai aucun sort de res. J'ai dû apprendre le premier sort de résurrection, au moins à, on va dire, à la 25e heure de jeu. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que si vous avez un personnage qui meurt au fond d'un donjon, vous n'avez absolument aucun moyen de le raise. Il n'existe pas d'objet, en tout cas à ma connaissance, servant pour ressusciter quelqu'un. Donc quand vous avez quelqu'un qui meurt dans un donjon, il faut revenir dans un village, aller comme ça dans une église, dans une cathédrale pour pouvoir le faire ressusciter. En plus de ça, on paye. Puis on revient après dans le donjon avec à chaque fois bien sûr des monstres en pagaille tous les 3 pas. On a un combat. Mais je vous laisse imaginer la frustration. Mais ça m'est arrivé, hein. Imaginez la frustration du truc. En plus de ça, c'est un jeu vachement difficile généralement. C'est simple, quand j'ai commencé le jeu, mes 2 ou 3 premiers combats, je suis mort. Carrément, voilà, je suis mort. On va dire mes 3 premiers combats, je suis mort directement. Voilà, on n'a aucun sort ni rien. Les ennemis, ils tapent 2 fois plus fort que nous. C'est du grand n'importe quoi. Voilà, donc c'est lui qui nous parle de Amos. Vous avez donc vu la face cachée d'Amos, ce n'est pas de sa faute, il a été maudit quand il a été mordu. Voilà, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il y a longtemps, la même chose est arrivée à mon père. Il a fait pas franchement penser à Goku. Je sais pas trop à quoi ça fait penser. Voilà, il nous explique qu'il y a une graine magique en haut de la montagne, parce que c'est toujours comme ça. Hein. C'est toujours comment vous dire, le schéma du jeu est toujours le même. On va dans un village. Dans ce village, il y a toujours quelque chose qui foire. Il y a une malédiction sur quelqu'un. Il y a un truc qui va pas. Il faut leur ramener leur statuette. Il y a toujours un truc qui va pas. Il faut toujours parler avec tous les membres du village. Une fois qu'on a parlé à tout le monde, il faut leur reparler parce que généralement il y a toujours un autre personnage qui a toujours quelque chose de très important et de primordial si on veut continuer le scénario à nous dire. Qui va donc nous dire, comme là par exemple, d'aller dans une grotte ou quelque chose comme ça, dans un donjon. On y va, on ramasse l'item, on tue le boss, on ramasse l'item, on revient au village. C'est magnifique, le village est tout joyeux, il y a une fête et c'est reparti. On retourne sur la map, on va au prochain village et rebelote. Je vous assure que ça, c'est ce qui s'est passé durant les 3/4 du jeu, en 30 heures. Voilà. Non pas que ça soit pas bien, mais étant donné que le scénario n'est pas du tout intéressant, c'est ça le souci, putain. Enfin bref. Donc voilà, je vais reparler à Amos. Est-ce qu'on peut parler au chien? Ouais. On peut parler au chien. Grrr. Et là, qu'est-ce qu'il va dire? Voilà, pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? Donc lui n'est pas au courant que c'est lui en fait qui terrorise tous les habitants du village. Voilà, il pense qu'il a une maladie, il ne sait pas. Donc là, on va lui dire que oui, c'est vrai.
il va lui dire ce qui ne va pas, et voilà, c'est là. Et là, il faut absolument mettre non. Si on met oui, en fait, on ne pourra plus le recruter dans notre équipe. Il se transformera en monstre chaque nuit, et ça sera fini. Il ne nous proposera plus, en fait, de pouvoir le sauver, en gros, c'est ça. Donc voilà, on met non. Alors pourquoi ça? Attendez, non, c'est pas ça. Putain. Ah non, il fallait mettre oui d'abord, c'est con. Alors en fait, il fallait d'abord mettre oui. Ça, c'est encore, je pense, un problème de la traduction. Vous voyez, voulez-vous vraiment lui parler de sa transformation nocturne? En fait, il faut mettre oui, là. C'est hallucinant, il faut mettre oui. Donc je commence à lui expliquer. Et c'est seulement là, c'est seulement maintenant, une fois qu'on a dit oui, que là, par contre, il faut mettre non. Voilà, c'est maintenant qu'il faut mettre non. Si je dis oui là, c'est fini. Si je dis non, je pourrais le recruter. Ouais, c'est ça, non mais c'est ça, c'est sûr que c'est ça. Là, en fait, il continue à me dire ça. Ah ben non, c'est... Bon, j'y comprends plus rien. Enfin, c'était ça, vous m'avez compris. En gros, maintenant, voilà, si je veux le sauver, je vais chercher la graine de magie ou de force ou de je ne sais plus quoi en haut du sommet, machin chose. Je vais voir Amos, et voilà. Bon, ben voilà, on va s'arrêter là. De toute façon, vous avez vu un peu le principal. Alors, dans chaque village, il y a toujours, donc je vous l'ai expliqué, une cathédrale pour sauvegarder ou pour ressusciter. Toujours 2 marchands qui nous vendront des armes. Voilà, là, c'est un magasin d'armes. Là, donc on y va, on regarde un peu ce qu'il nous vend. Là, en bas, on voit qui peut l'utiliser, qui ne peut pas l'utiliser. Vous voyez, Hassan, si j'achète la Iron Can pour 700 pièces d'or, il vaut mieux pas que je l'utilise parce que je passerai d'une force de 127 à 115, donc une force moindre. De toute façon, pour l'instant, je crois que j'ai le meilleur équipement. Hein. Ouais, j'ai le meilleur truc, regardez. Même là, voilà, la Holy Sword, c'est l'épée avec laquelle Muriel et Hooper sont équipés. Voilà. Et le magasin à côté, je pense que c'est pour les armures. C'est toujours comme ça dans les... Qu'est-ce qu'il va nous dire le vieux? Vous êtes au courant, c'est triste, n'est-ce pas? Ouais, il nous reparle de Hassan, de Amos. Voilà, c'est un magasin d'armure comme l'autre. Hein. Voilà, classique. Voilà, mais on va s'arrêter là, on fait une petite pause et on se retrouve dans quelques secondes avec ma vraie sauvegarde. Là où j'en suis rendu réellement dans le jeu. A tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour la seconde partie là. Je vais prendre ma sauvegarde actuelle, même si je vous ai dit à peu près mon sentiment profond. Hein. Alors je recadre le micro là. Ouais, là ça devrait être bon là. Même si je vous ai dit à peu près ce que je pensais de ce jeu, j'ai toujours ma fameuse fiche à côté de moi, la feuille où j'ai marqué durant mes 30 heures de jeu. C'est-à-dire je trouvais des trucs tellement hallucinants, je me suis dit que je pourrais jamais tout retenir, je pourrais jamais dire tout ce que j'avais vu durant ces 30 heures. Donc j'ai tout marqué, tout à chaque thème que je trouvais important, hop là, je mets un petit mot sur la feuille histoire que je ne puisse pas l'oublier. Donc elle est à côté de moi, je la prendrai tout à l'heure. Mais je vous ai tout dit. Non pas que j'ai été déçu de ce Dragon Quest 6 parce que je m'y attendais, je savais que les Dragon Quest c'était connu, que les Dragon Quest sont des jeux d'un classicisme exacerbé quoi. C'est des jeux, c'est c'est toujours la même chose et c'est ultra simpliste. Je le savais, mais quand même ça fait un choc quoi. Le savoir et y jouer de par nous-mêmes, c'est autre chose finalement. Parce que là vraiment c'est tellement... C'est préhistorique comme jeu, quoi. C'est tellement archaïque comme truc, mais en même temps c'est universel comme truc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je pense que c'est un genre de jeu qui peut pas vieillir. Honnêtement, si je l'avais fait sa sortie en 95, je pense que même là, je me serais fait à moi-même la réflexion. Mais qu'est-ce qu'il est vieillot ce jeu? Voilà ce que je me serais dit. Puisqu'à l'époque, je me serais quand même déjà fait Chrono Trigger et FF6, quoi. C'est que je veux dire, donc voilà, je pense vraiment que c'est ce que j'aurais pensé. Par contre, peut-être que si j'avais commencé à l'époque, oui, à l'époque de la sortie du premier Dragon Quest, en 86, c'était quand même un des premiers RPG à avoir existé, Dragon Quest. C'est sorti avant les Final Fantasy, il faut le savoir. Hein. Peut-être même que sans les Dragon Quest, on n'aurait pas eu Final Fantasy, c'était un petit peu la guerre à l'époque. Dragon Quest vs Final Fantasy, Squaresoft vs Enix. Aujourd'hui, Squaresoft ont fusionné. D'ailleurs, je crois bien que Dragon Quest 8... Non, je ne sais pas, Ramar. Je ne sais pas si pour Dragon Quest 8, c'était Enix seul ou s'ils avaient déjà fusionné. Je pense qu'ils avaient fusionné à l'époque de Dragon Quest 8, mais je peux me tromper. Enfin bref, voilà. Enfin bref, je vais essayer de vous montrer plus de choses parce que je me rends compte que j'ai tout de même beaucoup parlé et je vous ai pas montré beaucoup de trucs. Donc là, on se retrouve bien sûr dans l'église, puisque comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on ne peut que sauvegarder dans les églises. Regardez, il y a un truc marrant, dès qu'on arrive à un village, il faut toujours tout fouiller. Fouiller les barils comme ça ou les pots. Alors, généralement, il n'y a rien. Voilà, Hooper regarde dans le pot, mais il n'y a rien. Il faut toujours tout fouiller. Alors, ou les commodes comme ça, il peut toujours y avoir des trucs comme ça. Alors, par contre, parfois, il y a des bugs. Comme vous le voyez, Hooper lance, on ne sait pas ce qu'il y a marqué, 6, I8, 2.
Je pense que c'est un bug de la traduction. Il doit probablement y avoir écrit autre chose, mais là il y a écrit ça, ça ne veut rien dire. Ah ben tiens, voilà, j'ai trouvé quelque chose. Fairy Water. Et voilà, Hooper prend le Fairy Water. Et parfois, quand on a du bol, on pourra trouver des small médailles. Donc c'est une des nombreuses quêtes annexes du jeu qui est également dispo dans DK8, dans Drac, il faut dire Drac pour ceux qui s'y connaissent, dans Drac 8, et probablement dans les anciens Dragon Quest aussi. C'est la fameuse collecte des médailles. Et après on rencontre le roi des médailles. Par exemple, quand on a 15 médailles, il nous file un objet, quand on en a 30, il nous en file un autre, quand on a 50, il nous file un objet plus puissant, etc. etc. Il y aura des médailles dans tous les jeux. Donc voilà, hey, tu as vu? On va lui dire oui, ouais, je l'ai vu, magnifique, ok. Et si on lui dit non, je suis planté. Et si on lui dit non, qu'est-ce qu'il va me dire? J'aurais aimé savoir, mon vétéran, le lit volant. Oui, parce que là, en fait, je viens d'avoir un lit volant. Hein. C'est mon dernier moyen de locomotion. Les villages sont... Ah, on va un petit peu quand même parler de la réalisation. Tiens, il faut bien trouver des nouveaux thèmes. Donc là, franchement, ça le fait. Voilà. Même si on a connu plus beau, je vous rappelle que le jeu est sorti en décembre 95. On est en fin de vie des 16 bits, hein. Mais c'est tout de même une petite révolution pour les Dragon Quest parce que les Dragon Quest étaient toujours connus pour être des jeux moches. Même Dragon Quest V était un jeu franchement limite. Et là, avec ce DK8, faut que j'arrête de dire DK, on dirait Donkey Kong. C'est pas K, c'est Q, pas Donkey Kong 8. Avec ce Drac, faut dire ça. Les mecs s'y connaissent, ils disent les Drac. Ouais, moi je joue à Drac. Drac 6. Je suis comme ça, moi. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais du coup. Oui, non, voilà, la réalisation. Ouais, non, le jeu est vachement beau. Vous le voyez, les villages sont tous plus beaux les uns. En plus, ils sont réellement différents quand même. Mais les villages sont bien foutus. Hein. La world map est très moyenne et tout, mais les villages, les maisons, les couleurs, très bien retranscrites. On n'est pas au niveau d'un Seiken 3 non plus, bien sûr. Mais à ce niveau-là, même, j'ai envie de dire que FF6 est battu, quoi. Au niveau des villages, on est au moins au même niveau. Pour moi, il est même battu. Donc c'est vraiment joli. On ne peut pas bien sûr se dépasser en diagonale, mais on s'en fout complètement, on n'est pas dans un action RPG, hein. On est dans un RPG pur et dur. Autre chose dont je ne vous ai pas parlé, il faut que je vous en parle, voilà, en appuyant sur R, on a accès à la map. Là je suis, je crois que c'est le monde des rêves, si je ne me trompe pas. Parce qu'il y a deux mondes, voilà. Bon, c'est un petit peu, bon, c'est comme dans FF6 ou comme même dans les Zelda, le monde de la lumière, le monde des ténèbres. Bon, c'était un petit peu... pas une règle, mais c'était quand même un truc qui était souvent utilisé dans les RPG. On a deux mondes, et là on a le monde des rêves et le monde réel. Et en gros, ces deux mondes qui sont à peu près identiques, sauf qu'évidemment il y a des différences. C'est une espèce de monde, si vous voulez, parallèle à l'autre, quoi. Les villes, les villages, les châteaux sont dans les deux mondes, mais c'est comme si le monde s'était construit différemment, si vous voulez. Voilà. Mais ça, sur ça, j'y reviendrai. Donc voilà, encore une fois, on se retrouve avec le fameux chariot, la petite chariote, la petite caravane derrière. Hein. Ça, c'est apparu avec Dragon Quest 3. Et oui, comme quoi j'ai fait des recherches. Hein. C'est apparu dans Drac 3, ça. Donc ça permet en fait de mettre dans cette caravane les personnages que l'on n'utilise pas. Voilà, histoire de les avoir avec nous. Regardez, quand on va dans le menu. Non, je me suis planté, voilà, objet. Vous voyez, là, je me dirige avec Hooper, Hassan, Muriel. Comment il s'appelle? Alors, c'est pas Chamono, c'est Chamano, je sais plus comment il s'appelle, ce con. Mais j'ai Barbara, j'ai Amos, donc le fameux Amos de tout à l'heure, hein, donc qui m'a rejoint depuis, quand on lui a rapporté cette fameuse graine du mont, je sais plus quoi. Et regardez, j'ai Smith et Healer, là. En fait, ces deux personnages, c'était deux monstres que j'ai réussi à recruter, en fait, voilà. On peut dire que c'est une espèce de quête annexe, mais c'est une grosse quête annexe. Mais le plus marrant, vous allez voir, c'est que quand je prends les sorts, c'est hallucinant. Muriel, donc Muriel qui est mon healer attitré. Même dans la classe, je lui ai choisi la classe de prêtre. Ça, je vais vous en parler. Je vais aller dans l'endroit auquel on peut choisir ses classes. C'est très important, ça. C'est l'un des aspects les plus importants de ce Drac 6. Maintenant, je dis Drac 6, attention, hein. Vous l'avez vu depuis tout à l'heure. Et donc, même Muriel, qui est mon heal, elle a quoi comme heal? Elle a le heal donc de base 30 HP, le heal de 80 HP toujours sur un seul allié, le heal total mais toujours sur un seul personnage, le antidote, le outside pour s'échapper d'une cave ou d'une grotte directement pour revenir en surface, et le Vivify, enfin il aura vraiment fallu attendre très longtemps parce que c'est la dernière skill de la classe du prêtre. Vivify c'est le sort de raise, c'est pour ressusciter quelqu'un. Enfin, elle l'a. C'est-à-dire que je ne suis plus obligé maintenant d'aller dans une cathédrale, dans une église, pour ressusciter mes compagnons. C'est pas trop tôt. Mais le pire, c'est que même Muriel, que j'ai depuis presque le début du jeu, en 30 heures de jeu, elle n'a pas un seul sort de heal de groupe.
alors qu'il y a, on va dire, il y a 1 heure de jeu, il y a très peu de temps en tout cas, 2 heures de jeu, voilà, j'ai réussi à attraper un personnage qui s'appelle Illy. Bon, Il, c'est l'abréviation, puisqu'en fait, il ne peut y avoir que 4 lettres, et vous l'avez vu. Hooper, c'est Hoop, Hassan, pour une raison que j'ignore, il n'a que 4 lettres, quoi. Peut-être qu'ils n'avaient pas assez de place pour mettre le nom complet, enfin, pour mettre plus de 4 lettres, c'est assez étrange, ça aussi. Enfin, bref. Bon, vous avez vu aussi que je vous l'ai pas dit, mais les menus sont extrêmement moches et pas du tout intuitifs, hein. L'interface est ignoble, il faut le dire aussi, mais ça j'y reviendrai. Il n'y a aucune icône, il n'y a aucun portrait, totalement sidérant. Un jeu sorti fin 95 qui était attendu par tous les jacks. Je trouve ça incroyable, mais on y reviendra. Et donc je vous parlais donc de Illy. Regardez, quand je clique sur lui, en fait ce personnage complètement moisi, qui a 50 HP, eh bien c'est lui qui possède les meilleurs heals du jeu, les meilleurs spells de healer, les meilleurs sorts de soins du jeu. Et là, je dois dire, je suis sur le cul. À un temps, je ne m'y attendais pas du tout. C'est-à-dire que regardez, ces deux heals là, heal you, c'est-à-dire ça restaure 100 HP à tous les alliés. D'accord? Attention. 100 HP à tous les... C'est énorme. Et même le heal use all, ça remet tous les HP de tous les alliés. Bon, en même temps, ça coûte 36 points de mana sur les 68. Donc je peux le faire qu'une fois, même pas 2 fois actuellement. Je peux le faire qu'une fois. Mais j'ai un sort qui fait ça, alors que Muriel, son sort de soin, son meilleur sort de soin, ça restaure full HP un seul allié. J'ai pas un seul heal de groupe avec mes personnages centraux. Mes personnages centraux. Central. Non, centraux, ça doit exister. Je suis pas sûr, hein. Bon, vous vérifierez, hein. Enfin voilà, je trouve ça hallucinant, quoi. Voilà. Donc ce qui est en fait un monstre, hein, cet ennemi que j'ai réussi à recruter un petit peu par hasard. Parfois, quand on combat des ennemis, si on a dans notre groupe, moi c'est Barbara, quelqu'un qui a la classe maître des bêtes, c'est-à-dire qu'elle pourra recruter en fait des monstres une fois qu'on les aura tués, ils vont se joindre à nous. C'est le cas pour Healer et pour Smith là. Et Healer, et donc ensuite ils vont augmenter en level, on pourra même leur donner une classe, et ils vont apprendre leur propre sort. Incroyable. Et lui donc cet ennemi là complètement qui sert à rien presque, c'est lui qui a mes meilleurs sorts de heal. C'est incroyable. Alors ça a été ma surprise du jeu. Alors, regardez, je vais prendre... Et autre chose, regardez, parce que je peux les choisir, c'est assez marrant. Donc je vais mettre stratégie, non c'est pas ça, ordre, voilà. Je peux les prendre, je vais mettre healer en premier et Smith en second, et c'est tout, on va s'arrêter là. Et regardez, maintenant dans la caravane, voilà. Voilà, je dirige les 2 ennemis que j'ai réussi à convaincre en fait de bosser pour moi. Alors ils sont trop marrants en plus. J'aime bien, j'adore la skin là. L'espèce de zombie à droite et l'espèce de méduse là, de pieuvre là. C'est lui, Illy c'est lui, c'est la petite méduse là. Voilà, c'est marrant. Allez, je vais reprendre les personnages principaux parce que si je tombe sur des monstres coriaces là, je serai dans la merde. Donc on va reprendre Hooper en premier, Hassan parce que je l'aime bien, Muriel et Chamono là. Voilà. Et je vais me servir de ce moyen, qui est mon dernier moyen de locomotion, de déplacement. C'est un lit volant. Et, écoutez la musique, juste quelques secondes. Personnellement, ce thème m'a vraiment fait penser au thème des chocobos, hein. Les final bien sûr, hein, mais bon. Alors le lit est pas mal, puisque c'est mon premier moyen de déplacement qui me permet de ne pas avoir des ennemis sur moi. C'est-à-dire qu'on peut vraiment se déplacer pour une fois librement dans la map sans se faire harceler par des ennemis. Par contre, on peut ni passer les forêts, vous le voyez, je suis bloqué, ni les montagnes, enfin, on est bloqué partout. On peut juste en fait traverser l'eau. Et vous avez bien vu, c'est un lit volant. Non, c'était une quête que j'ai finie, et donc du coup on m'a offert une espèce de lit volant, et du coup je peux me déplacer. Voilà. Ce qui permet évidemment, là par exemple il y a des montagnes, je peux pas y aller. Et même là, ces espèces de petites collines, je suis bloqué avec. Donc on va changer de monde, vous allez voir, je crois que vers le haut là, il y a un puits. Pas loin, voilà, ici. C'est généralement c'est grâce à ces espèces de puits que l'on peut changer de monde. Voilà, donc je vais aller dessus. Ah zut. Alors, il y a un combat qui s'est enclenché. On va se le faire facilement, voilà, Hooper attaque. Voilà, j'attaque, non, Muriel qui attaque avec directement le spin kick. Oui, qu'elle a appris, qui pourtant est une technique de combattant pur, mais vu qu'elle a terminé sa classe de prêtre, je lui ai fait apprendre une autre classe. Mais vous allez comprendre ça. Je vais aller de suite d'ailleurs, je vais aller directement à l'endroit où l'on peut choisir ces différentes classes. Donc combattant, prêtre, maître des bêtes, je vous l'ai dit. Mais vous allez voir, c'est vraiment pas mal. Il y a une personnalisation
des personnages vachement bien foutus à ce niveau-là. Donc d'abord il faut aller dans cette espèce de puits. Voilà, on va descendre. Voilà, on reva sur ce puits-là et magie, petit effet à moitié raté. Et voilà, et on se retrouve en fait dans l'autre monde. Voilà, à peu près au même lieu, mais complètement différent. En gros, c'est ça. Alors, cette cabane qui me fait penser à la cabane de Jacob. Jacob! You here, Jacob! Là, je crois qu'il y en a deux qui vont comprendre ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Donc, on va partir de là. Et là, regardez, si je regarde la map complètement moisie, qui sert pas énormément. Voilà, on peut voir. Je crois que ça, c'est le monde réel, hein, ou le monde des rêves, je sais pas. Je sais même pas si on est dans le monde des illusions ou le monde réel. Là. Voilà, et vous voyez tous les points clignotants, ce sont les endroits où il y a un village ou un château. Je vais peut-être aller à un château parce que je vous en ai pas encore montré un. Heureusement, regardez, j'ai un sort avec Hooper Return qui me permet en fait de me téléporter n'importe où à un endroit, soit une ville ou un château auquel j'ai déjà été, quoi. Donc par exemple, je sais pas, n'importe où. Mais voilà, je vais aller vous montrer le système de classe qui est très important et vachement bien foutu. Alors, par contre, est-ce que là il y est? Ah non, je crois pas. Ouais, non. Là par exemple, on est au Dama Shrine, c'est ça que ça s'appelle? Attendez. Ouais, on est au Dama Shrine, mais qui est donc le lieu où on peut changer sa classe, mais là il a été complètement dévasté. Donc on doit partir de là et on doit aller dans le même lieu mais dans l'autre monde. Donc on va encore une fois se servir du puits et on va arriver dans le même château mais qui cette fois-ci n'est pas en fait dévasté. En fait on peut aller ici une fois qu'on a vaincu Mudo, qui est un peu le grand méchant de la première moitié du jeu, qui est vachement difficile, c'est du grand n'importe quoi. Il peut attaquer plusieurs fois en un seul round, il fait 50 points de dégâts à tous tous les membres de mon équipe, et vu qu'il peut attaquer 2 fois en un round, s'il choisit de faire son attaque du tourbillon, donc il nous inflige 50 points de dégâts à chaque personnage, 2 fois à la filée, c'est-à-dire qu'il nous inflige 100 points de dégâts, il y en a un qui crève automatiquement, et voilà, on est presque obligé de perdre, c'est n'importe quoi. C'est entièrement lié Parfois il y a des combats contre des boss qui sont entièrement liés à la chance. Moi je trouve pas ça normal. Donc voilà, ici c'est ici que nous sommes pour le changement de classe. Vous allez voir, je vais parler avec elle, sur quelle classe vous allez voir des informations. Voilà, les classes de base, soldats, combattants, sorciers, prêtres, danseurs. Donc, vous l'avez compris, d'abord nos personnages, on va augmenter de level en combattant des ennemis et en gagnant donc des points d'expérience. Ok, ça, vous l'avez compris. Et une fois qu'on sera arrivé, on va dire, à une quinzaine ou une vingtaine d'heures de jeu, après avoir battu Mudo, c'est plutôt une vingtaine d'heures de jeu, on ira ici, donc on pourra mieux personnaliser nos personnages. Par exemple, mais tous nos personnages peuvent apprendre n'importe quelle classe. Et même une fois qu'on a choisi une classe, si on veut, on peut leur en donner une autre. On n'est pas cantonné à un seul choix, quoi. C'est pour ça qu'on peut vraiment, on peut owner le jeu. En y jouant une centaine d'heures, ça veut dire qu'on peut apprendre toutes les classes pour tous les personnages. C'est-à-dire que tous les personnages peuvent apprendre tous les sorts de toutes les classes. Évidemment, pour ça, il faut jouer des centaines et des centaines d'heures, bien sûr. Donc tout ça, c'est les classes de base. Après, il y en a d'autres. Ça commence, voilà, mage combattant, par exemple. Le mage guerrier est à la fois fort physiquement et magiquement. Il peut apprendre des sorts offensifs. Mais il doit d'abord maîtriser, voilà, on doit d'abord maîtriser les classes de soldat et de sorcier. C'est-à-dire que pour certaines classes plus avancées, une fois que notre rang sera au maximum avec la classe du soldat et du sorcier, on pourra prendre le mage combattant, le mage sorcier. Pareil pour le paladin. Le paladin, je pense que il faut être prêtre et sûrement voilà, prêtre et combattant. Voilà. Après ça, on pourra choisir le paladin qui a des sorts spécifiques au paladin. Vous voyez le truc? Voilà, c'est comme ça pour toutes les classes. Il y a également des classes cachées qui nous demanderont en fait je crois c'est d'avoir des livres. Il y a des livres cachés dans le monde et si on réussit à les trouver, on pourra accéder à cette place. Voilà, superstar. Qu'est-ce qu'il faut être? Tout le monde a envie d'être superstar, ils vont maîtriser les classes de danseur et de gaffeur. Donc il y a des classes aussi qui sont assez originales quand même. Hein. Donc voilà, vous avez compris. Et là, des points d'interrogation, les classes qu'on ne peut apprendre. Voilà, c'est ça, tiens. Voilà. Mais voilà, d'ailleurs, il nous l'explique. Il faut trouver un livre pour les apprendre. C'est ce que je vous expliquais. Voilà. Et pour ça, je crois même il y a certaines classes qui nous demandent d'apprendre 3 classes. Sage en fait partie, il me semble, voyons. On doit maîtriser classe de... Ah non, juste mage et prêtre. Alors c'est ranger peut-être. Ranger, voyons.
Et on utilise les classes. Voilà, vous voyez, les classes voleur, soldat et maître des bêtes pour réussir à être ranger. Voilà, vous avez compris le truc. On va partir de là. Et je vais... Ah, oui, mais oui, on sait, le roi démon, je l'ai déjà tué. C'est con, surtout donc Ludo qui était le démon, le méchant de service de la première partie, on l'a tué. Et après, il y a un autre démon qui prend sa place. Ah, je suis un méchant démon et je vais tous vous tuer. Je vous assure, il dit presque ça. Voilà, notre but, c'est de détruire le nouveau démon, c'est magnifique. Donc voilà, c'est grâce à lui que l'on peut vraiment changer de classe. Voilà. Il nous demande d'abord de choisir un personnage auquel on veut changer. Par exemple, je vais prendre Hooper. Voilà, après, il va nous proposer les classes. Voilà, enfin, Hooper, quand j'avais choisi sa première classe, c'était soldat. Vous voyez le rang en bas. Et ah oui, la différence entre les levels de base des persos et pour augmenter son rang des classes, c'est que ça se fait pas par XP, ça se fait en fait par combat. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre de combats, on va augmenter de rang. Voilà. Par exemple, pour être full rang, c'est-à-dire, en gros, il y a 8 rangs pour chaque classe. Regardez. Combattant, c'est la deuxième classe que j'ai pris pour Hooper. J'en suis au 3e rang. Vous voyez en bas, il y a 3 petites étoiles. Soldat, j'ai rempli toutes les étoiles. Elles sont toutes dorées. Il y en a 8 en tout. Et à chaque nouveau rang, on apprend un nouveau sort spécifique évidemment à la classe. Mais donc, la grosse particularité, c'est que là, on n'augmente pas de rang en fonction des points d'expérience acquis, mais en fonction du nombre de combats que l'on va faire. Voilà. En gros, pour soldat, il faut faire environ 200 combats pour être au rang maximum. Voilà. Et vous voyez également que quand on va choisir une classe, ça va influer sur toutes les caractéristiques de mon personnage. Par exemple, regardez mon maximum HP, mon maximum point de vie, à peu près au milieu, là à droite. Si je prends sorcier, je vais passer de 236 points de vie à 140. Et de 50 points magiques à 109. Donc c'est très important aussi. Et si je prends prêtre, je vais passer de 236 points de vie à 190. Et regardez, toutes les caractéristiques vont changer en fonction de la classe que je vais choisir. Donc ça également c'est très important parce qu'il faut faire avec ça, évidemment. C'est-à-dire que si on décide que tous nos personnages seront sorciers, ça veut dire que tous nos personnages auront peu de points de vie. Et quand on va arriver face à un boss, on sera foutu. Parce que si le boss nous fait des grosses attaques, il va forcément tuer nos personnages qui ont peu de points de vie. Donc on peut pas... on est presque obligé d'avoir une combinaison de combattants homogène. Vous voyez le truc, il faut avoir des soldats, des combattants, des sorciers, un petit peu de tout quoi, pour s'en sortir. Voilà, vous savez tout au niveau des classes. C'est très important et finalement c'est un système assez bien fichu. Qui rappelle évidemment le système de job de FF5. Peut-être même que ça a été un petit peu pompé sur ça. Voulez-vous savoir quand vous avancerez dans votre classe? C'est grâce à ce personnage-là que l'on peut savoir au bout de combien de temps, au bout de combien de combats on pourra avancer. Par exemple, voilà, Hooper a besoin de gagner 19 autres combats pour avancer dans sa classe, Hassan 28 autres combats, etc. Et on peut également choisir une classe pour les ennemis qui se seront ralliés à nous. Donc pour Illy, l'espèce de petite pieuvre que je vous ai montré tout à l'heure, d'ailleurs vous le voyez là, et pour, comment il s'appelle, Smith, l'espèce de zombie là. Même à eux, on peut leur choisir n'importe quel type de classe. Donc vous voyez, c'est vachement poussé quand même, c'est vachement évolué comme truc. Hein. Voilà, on va partir de là. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Il y a plein de trucs que je peux vous montrer. Non, c'est par là qu'il faut que je parle. Par exemple, il y a le casino aussi que je ne vous ai pas montré, il y a l'arène de monstres. Il y a toujours les fameux slimes qui sont là. Je vais juste vous faire un autre combat, histoire que vous voyez un petit peu d'autres skins de Monsieur Akira Toriyama. Il suffit toujours de se balader comme ça. Alors, la fréquence des combats dépend aussi de l'endroit où l'on se trouve. Quand on est sur la map, ça va. Quand on est sur la mer avec un bateau ou l'île flottante, il faut que je vous montre ça aussi, on a accès à une île flottante comme moyen de transport. Et bien, ça va être très lent. C'est-à-dire on n'aura pratiquement pas de combat. C'est un combat toutes les 30 secondes. Mais quand on sera dans des donjons, c'est là que c'est le pire. Parce que généralement quand on est dans des donjons, mais c'est vraiment tous les 3 pas. Mais je déconne pas, c'est réellement tous les 3 pas quoi. Qu'est-ce que je pourrais vous faire de trucs je sais pas. Par exemple le spin kick, c'est une attaque qui permet d'attaquer 2 personnages qui font partie de la même race. Une autre particularité, c'est que regardez, là je peux choisir d'attaquer Gaz Cloud ou Taille Eater. Mais je ne peux pas choisir lequel des 2 Gaz Cloud ou lequel des 2 Taille Eater je vais attaquer. C'est-à-dire que à chaque fois, si on a 2 ennemis qui font partie de la même race, du même type en gros, on ne pourra pas choisir. Ça aussi c'est spécial comme truc, alors que généralement, par exemple si on prend les FF et qu'on a 2 types d'ennemis qui sont similaires, on aura par exemple Gaz Cloud A et Gaz Cloud B. Généralement c'est ça. Là on peut pas choisir. Ça aussi je trouve ça assez incroyable.
c'est vrai, voilà, on va faire spin, kick, ce qui devrait les toucher les deux nuages en même temps. S'ils crèvent pas avant, hein, vu qu'ils sont pas très difficiles, voilà, Muria, ben voilà, ils sont pratiquement morts. Non, voilà, ils sont morts en 2 coups. Pas très difficile, donc. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ouais, Barbara augmente de level, c'est magnifique. Je peux vous montrer le casino, par exemple, qui était également là dans Dragon Quest 8, hein, souvenez-vous, le casino. Il y en avait même 2, dans Dragon Quest 8, il y avait 2 casinos. Donc je vais y aller, je vais vous montrer ça. Alors, où est-ce que c'est? On va faire un petit retour, histoire d'aller plus vite. Voilà, Médaille King, c'est le château donc du roi des médailles, pour échanger ses médailles. Tous les autres lieux, ce sont des villes et des villages. Attendez, mais je peux pas y aller, là. Pourquoi je peux pas y aller, là? Ah, ok, d'accord, parce que c'est pas ici, c'est dans l'autre monde. Ok, donc c'est pas grave, je vais... Ouais, ok, j'ai compris. C'est dans l'autre monde, donc ce qu'il faut que je fasse... Attendez, comment je vais faire, là? Ouais, c'est pas grave. On va aller en bas. Je vais changer de monde grâce au puits, en fait, voilà. Donc on va aller par là, descendre ces escaliers, voilà, le puits est ici, on fait comme tout à l'heure, on regarde dans le puits, ce qui nous permet d'entrer dans le... Je sais plus si c'est le monde des rêves ou le monde réel, je confonds toujours les deux, mais enfin vous avez compris. Voilà, et là normalement on aura accès à la ville du casino, je pense. Voilà, c'est San Marino, Raydock aussi, il y a tellement de trucs en fait à vous montrer que je ne sais pas quoi vous montrer. San Marino, c'est là où il y a le casino, et je vous montre ça. Et puis après, voilà, nickel, il y a le bateau juste à côté, voilà. Un autre moyen de transport, hein, vous voyez, pour se déplacer comme ça sur la map, hein, toujours sympa. Et on peut se faire attaquer. D'ailleurs, je vais vous montrer ça, parce que les fonds d'écran, quand on se fait attaquer, quand on est en bateau ou en île flottante, sont vachement bien. Là, par exemple, vous voyez, il y a une île auquel je ne peux pas accoster. Vous voyez, je peux pas y aller pour l'instant, je suis bloqué par ces espèces de récifs, là. À gauche, on voit une île que je n'ai pas encore pu... où je n'ai pas encore pu accéder à cause des récifs. J'imagine qu'il faut que j'attende d'avoir un moyen de locomotion volant avant de pouvoir y aller. Alors regardez le fond d'écran, il est franchement pas mal. Il y en a un autre aussi, avec une mer totalement déchaînée, on voit des grosses vagues en arrière-plan, c'est vachement... Enfin, c'est bien foutu quoi, franchement c'est bien fait. Donc juste tactique, ouais, faites le max, c'est le mieux, donc voilà, on va faire ça, spin kick, et après c'est automatique. Donc voilà, je vous ai à peu près tout dit. Il faut également savoir qu'au niveau des combats, ce Dragon Quest 6 c'était une petite révolution parce que maintenant on voit, par exemple, quand on est en combat, d'ailleurs quand on est en combat, la fenêtre est entière. Alors que dans les anciens Dragon Quest, on avait une petite fenêtre. Hein, dans les combats, la fenêtre n'était pas en plein écran comme ça. Alors que là, c'est le cas. Déjà, ça c'est une petite évolution. La seconde évolution, c'est que quand un ennemi nous fait une attaque, il a une petite skin spécifique. C'est-à-dire il change... Il y a une petite animation, quoi, on peut dire. Tandis que dans les anciens Dragon Quest, le 5 y compris, tout à fait, eh bien, il n'y avait aucune skin, quoi. Incroyable. Il n'y avait pas une seule skin. C'est sidérant, c'est aberrant, mais si, c'est la vérité. Incroyable, totalement incroyable. Voilà, on va aller ici, c'est ici qu'il y a le casino. Alors, je peux également vous parler des remakes, hein, bien sûr. En fait, il faut savoir que Dragon Quest 5 et 6 sont les seuls Dragon Quest, enfin, avec le 7 et le 8, hein, bien sûr, qui n'ont pas eu de remake. C'est-à-dire que les Dracs 1, 2, 3, 4 ont eu des remakes, mais dans tous les sens. Ah non, mais le 5 aussi, attendez. Est-ce que le 5 a eu des remakes? Est-ce que le Dragon Quest 5... mais je crois que oui. Ben oui, je suis con, mais oui. Déjà, il y a eu le remake récemment sur DS, bien sûr, en pseudo 3D, là. Il faut que j'en parle, ça aussi. Je pense que à la fin de l'année, à 2009... Attendez, je sais plus du tout où il faut aller, là. Est-ce que c'est par là, déjà? Est-ce que là, c'est toujours très labyrinthe. Si, c'est par là, c'est bon. Ah non, c'est pas par là, non, c'est vers le haut. Ouais, donc il y a eu des remakes. Dragon Quest 1 et 2, donc de la NES, sont ressortis sur la Super NES. Le 3 a été refait aussi sur la Super NES. C'est un jeu magnifique. Il est presque plus beau que ce Dragon Quest 6. Le 4 et le 5 sont sortis récemment sur DS. Hein. Rappelez-vous. Le 5 est sorti d'ailleurs très récemment. Et le 6 est prévu, donc il est prévu qu'il y ait un remake de ce Dragon Quest 6. Toujours sur DS. Et d'ailleurs sur DS, il va également y avoir le futur Dragon Quest 9 qui devrait sortir, je crois, avant la fin de l'année aussi. En fait, il y a beaucoup de Dragon Quest qui vont être refaits sur DS, quoi. Donc voilà, on se retrouve dans le casino. Voilà, donc là on peut acheter des jetons. Voilà, on va en acheter 100. Voilà, combien ça coûte ça? 2000 pièces d'or. Alors là, je me suis très peu attardé ici. J'y suis resté vraiment quelques minutes parce que je trouvais pas ça très intéressant. Mais en gros, voilà, il y a des machines à sous.
très simplement, on peut y jouer. C'est juste histoire de gagner des jetons. Et ensuite, on pourra échanger nos jetons contre de l'équipement, quoi, de qualité. C'est vachement bien fait quand même. Regardez cette image là. Franchement, elle est pas mal, hein. Bon voilà, après c'est ultra classique. Voilà, on met des jetons. Le maximum c'est 5. Voilà, on appuie, puis c'est le hasard total. Je ne pense pas qu'on puisse influencer sur la chance. Enfin, quoique, je dis ça, mais il y a certaines classes comme gaffeur ou danseur, je sais plus quoi, où les personnages sont plus chanceux. Donc peut-être que si on joue avec ces personnages-là, on aura plus de chance. Mais manuellement, je pense pas qu'en appuyant directement, appuyer sur le bouton O pour insérer des jetons. Oui, c'est ce que je fais, voilà. Je pense pas que manuellement, avec la manette, là, quand on est au jackpot, on puisse influencer, quoi. Je pense que c'est le hasard total. Là, par exemple, je n'arrête pas de perdre, donc voilà. On va s'arrêter là, de toute façon, vous avez compris le principe. Non, je veux partir. Je peux pas partir, là. Merde, alors comment on fait pour partir? Ah, je vais peut-être gagner, là. Alors là, c'est peut-être moi qui dois choisir, là, je sais pas. Ah non, je n'ai rien fait. Mais j'ai gagné 2 jetons. C'est magnifique. Est-ce que je peux partir? Rejouer? Non, je pars jouer. Et on a également... Je sais plus quel jeu c'est, là. Voyons. Ah, une table de poker. Voilà, aussi. C'est toujours sympa, hein. Allez, on va s'en faire une. Je m'étais fait une partie quand j'étais arrivé là, mais c'est tout. Voilà, et là également, on peut choisir notre nombre de jetons, hein, qui influent sur ce qu'on va gagner. Donc voilà, choisissez vos cartes, and select deal. Oui, donc on a quoi là? Le slime, évidemment, je vous en ai pas parlé, le slime qui est un petit peu la mascotte des Dragon Quest, avec les fameux Metal Slime qui rapportent énormément d'expérience, plus de 1000 points d'expérience, mais qui sont très 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 difficiles à tuer, puisqu'ils parent la plupart des attaques, et quand on les touche, on leur inflige qu'un seul point de dégâts. Il y a certaines armes ou certaines attaques spécifiques à certains personnages qui permettent de plus les toucher, qui ont plus de chances de les toucher, les Metal Slime, mais généralement, ils s'enfuient, parce qu'ils s'enfuient très vite en fait, les Metal Slime. La grosse mascotte des Dragon Quest qui sont là depuis le premier épisode. Ouais, donc choisissez vos cartes. Je sais pas, j'ai quoi là? J'ai un 9, j'ai un roi. J, c'est quoi? C'est un valet ça? J'ai un as, j'ai un 3. Bon, je vais garder le roi et l'as. Donc je fais comment là? Hold. Ouais, hold, donc c'est pour garder, je pense. Donc je vais garder le roi et l'as. Allez, et le valet. Je crois que c'est le valet ça. Deal. Ah mais merde, mais oui, mais trop mauvais, mais c'est complètement débile ça, j'ai eu un 2 et un 4. Bon, attendez, on va recommencer là. Voyons. Ah, là j'ai 2 8, un as, un 10, un 4. Donc est-ce que je vais garder? Bon, je vais garder les 2 8. Je vais garder... Je vais garder le 10, tiens. Non, attendez, non, je vais garder le 10, voilà. Trop mauvais, mais attendez, mais j'ai 2 8, j'ai une paire là, non? Ah, il faut avoir 2 paires! Tout paire pour avoir 10 jetons. Une seule paire, ça fait rien du tout. Trop mauvais, mais c'est complètement con ce jeu! On va recommencer. Putain, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Je peux pas faire de suite là? Je peux pas faire de paire? Qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse avec ce truc là? Un roi, 2 7, un 10, un 4. Bon, je vais garder les 2 7. Franchement là, je peux rien faire d'autre à part ça là. Je sais rien, moi je vais virer le 4, je vais virer, je vais garder que les 2 7. Ah ben voilà, qu'est-ce que j'ai eu là? J'ai eu 3 Ace a King. Oui, j'ai eu 3 cartes de la même, j'ai eu 3 cartes pareilles quoi, 3 7. Donc j'ai gagné 20 jetons. Vous pouvez gagner 40 jetons, doubler. Ok, donc je peux doubler mes 20 jetons. Ok, on va mettre oui. Choisissez une des autres cartes plus forte que celle-ci. Plus forte que le roi? Uniquement l'as alors? Mais c'est le hasard ça. Ok, donc là je dois choisir une carte au hasard. Et il faut que ça soit plus fort que le roi. C'est que trop mauvais, mais c'est complètement con. Toutes les cartes étaient inférieures au roi. Bon allez, on s'en va de là, ça m'énerve. Ah, trop fort. Ouais, ben j'ai bien fait de ne pas m'attarder dans ce casino. Hein. En tout cas, comme vous le voyez, le jeu propose un contenu rarement atteint dans les RPG de l'époque. Hein. Vous voyez, là, vous venez de le voir avec ce casino, mais il y a l'arène des monstres. Il y a plein de choses en fait annexes au scénario principal. Il y a plein de petites choses. C'est un peu comme si le monde vivait réellement. Ça, on le ressent, c'est vrai. Mais la trame scénaristique principale est tellement faible, mon dieu, mais tellement faible. Et puis il n'y a pas d'émotion dans ce jeu. Contrairement au FF par exemple, où
je sais pas, même les musiques ne procurent pas beaucoup d'émotions. Il y a pas, les personnages ne sont pas, leur background n'est pas assez développé pour moi. En tout cas, c'est ça que je reproche beaucoup à ce jeu, parce qu'il est clair qu'au niveau du contenu, c'est assez phénoménal. Moi, si j'avais joué à ce jeu à l'époque, je me serais dit, putain, mais c'est hallucinant ce jeu. Je pense que pour quelqu'un qui veut retourner totalement dans tous les sens possibles ce Draxis, on doit bien avoir pour une centaine d'heures, je dirais une centaine d'heures de jeu. C'est absolument phénoménal. Je pense que ça dépasse pratiquement tous les RPG de l'époque. Donc ça, je dirais que c'est même peut-être le gros point fort de ce Dragon Quest 6. Mais à côté de ça, le jeu est tellement énervant. D'ailleurs, je me rends compte, je ne vous ai pas encore énuméré tous les points plutôt négatifs, je dois le dire, hein, malheureusement, que j'avais inscrit sur ma fameuse feuille là dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il faut que je le fasse, mais je me rends compte également que je ne vous ai pas montré énormément de choses visuellement. Je pense que je ferai un montage. Voilà, je vais vous dire un peu tous les points que j'avais inscrits sur ma feuille là, en même temps que je jouais au jeu. Et je pense qu'en même temps je ferai un montage plutôt que vous voyez là ce décor fixe. Je vous montrerai des villages encore parce qu'ils sont magnifiques. Je vous montrerai peut-être des donjons parce que je ne vous en ai pas montré un seul, mais après c'est tout. Après il y a la world map, mais grosso modo c'est tout, hein. Donc voilà, je pense que je ferai un petit montage. Alors, pourquoi les Dragon Quest, surtout pour ce 6ème épisode, sont-ils chiants et difficiles? En version Jap, parce qu'il faut savoir que pour les versions américaines qui se nomment Dragon Warrior, hein, pour les Dragon Quest qui ont eu la chance d'être sortis aux États-Unis, ils se nomment Dragon Warrior et pas Dragon Quest, parce que Dragon Quest c'était déjà la licence était déjà prise en fait aux États-Unis. Il y a des informations avec le Hooper, attention, hein. Une vidéo pas très intéressante visuellement, mais il y a de l'information. Alors là, qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, voilà. On ne sait pas toujours où il faut aller, c'est clair. Et ça, c'est extrêmement chiant. C'est-à-dire qu'on nous donne peu d'éléments, souvent, pour savoir si on doit se rendre à tel ou tel endroit. Voilà. Et ça, c'est exaspérant. C'est plus qu'énervant, parce qu'on perd un temps fou avec ça. Voilà. En plus, avec les combats aléatoires, toutes les 5 secondes sur la map ou dans les donjons, je vous laisse imaginer le calvaire que c'est quand on ne sait pas où aller. Moi, je trouve ça sidérant, mais bon, ce n'est que mon avis. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Oui, le level up, mais ça, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, évidemment, le level up, c'est-à-dire que il y aura souvent des boss qui sont extrêmement difficiles à vaincre. Le seul moyen de les tuer, ça sera de faire du level up, c'est-à-dire du bashing de mobs, c'est-à-dire de tuer des mobs à la chaîne qui sont très faciles à tuer, certes, mais qui sont quand même très chiants à tuer parce qu'on fait toujours la même chose. Ça s'appelle du bashing, c'est un terme de MMO, ça. Voilà, tuer à la chaîne, c'est extrêmement énervant, ça aussi. Voilà, voilà, je trouve ça énervant. Mais encore une fois, ça ne concerne peut-être que moi, vu la popularité de ce jeu. Qu'est-ce que j'ai mis? Le scénario, évidemment. Voilà, je vous avais parlé tout à l'heure. Le scénario, totalement sans intérêt, sans consistance. Encore une fois, ce n'est que mon propre avis, bien sûr. Hein. Voilà, les persos qui n'ont pas d'histoire, le background n'est pas du tout développé. Une histoire qui se répète constamment au fil du jeu. Je sais pas, peut-être que je suis passé à côté de quelque... En même temps, c'est universel comme truc, parce que c'est toujours pareil. Hein. On va rencontrer il y a au moins 5 ou 6 châteaux dans le jeu, avec à chaque fois un roi, une reine, le valet de service. Il y a un problème dans le château, il faudra résoudre le problème. Généralement, c'est un méchant démon qui fait des siennes. Et la garde du château n'arrive pas à le tuer. On va nous demander à nous d'aller le tuer, on va le tuer. Voilà, le château est content. Ou alors, il y a une malédiction dans le château. Voilà, tout ça parle beaucoup de rois, de princesses, de princes. Truc de ouf. Je trouve ça très moyen, mais bon. Ça ne concerne peut-être que moi. Je ne sais pas, c'est possible. Ah oui, les énigmes, les gars, je n'en ai pas parlé. Parfois, on aura des énigmes. C'est du grand n'importe quoi. Énigmes complètement moisies. Quasi impossible à résoudre sans solus. Quasi impossible. Parfois, on aura par exemple des items invisibles. C'est-à-dire qu'il faudra se placer à un endroit spécifique dans un donjon, appuyer sur un bouton, et bien dire « Oh, nous avons trouvé tel item !» alors qu'on ne voyait absolument rien du tout à l'écran. Je trouve ça assez fort de café tout de même. Mais bon, ça ne concerne peut-être que moi. Hein. Par exemple, à un moment, on devra s'équiper d'un vêtement spécial, du Royal Cloth, parce qu'en fait, on devra se faire passer pour un prince dans un château.
mais le garde à la grille du château ne voudra pas nous laisser passer. Parce qu'il va nous dire « Ah non mais vous n'êtes pas le prince ». Et en fait, il va falloir s'équiper avec les mêmes habits que le prince. Il va falloir aller voir un vendeur d'armure, s'équiper des Royal Clothes. Il faut deviner quand même que le truc c'est les Royal Clothes, quoi. S'équiper avec ça, aller voir le gardien de la grille, le garde de la grille, et il va dire « Oh, ça y est, vous êtes le prince, vu que vous êtes habillé comme lui. » Et il va nous laisser passer. Ok, d'accord. On va rien dire à ce sujet-là. Après les boss, mais ça je vous en ai déjà parlé, hein, certains boss peuvent nous tuer en un round, c'est sidérant, c'est du grand n'importe quoi. Les boss qui nous font en un seul round 2 attaques successives qui vont faire 50 points de dégâts à tous les personnages, tous les membres de notre groupe, alors qu'il y a des membres qui peuvent même pas avoir 100 HP au maximum, c'est juste du grand kikoulol. Mais sérieux, c'est sidérant, c'est n'importe quoi. Mais bon, on est toujours obligé, de toute façon, à chaque fois qu'on a accès à des nouvelles armes ou des nouvelles armures, hein, que l'on devra toujours acheter. Hein. Il faut toujours acheter les meilleures armes et les meilleures armures. Toujours. Sinon, on sera forcément dans la mouise à un moment ou à un autre. Hein. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, alors évidemment, les menus, ça, je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Les menus inventaires qui sont totalement archaïques, préhistoriques. On est fin 95 tout de même, je vous le rappelle. Que ce soit pour s'équiper, pour se remettre de la vie, ou pour quoi que ce soit, c'est extrêmement pénible à utiliser. Donc je vais vous montrer ça. D'abord, ils sont extrêmement moches. Hein. Allez voir les menus des RPG quand même de Squaresoft sortis entre 93 et 96. C'est juste le jour et la nuit, quoi. Avec ce jeu-là, on se croirait en 1990. Voilà. C'est incroyable. Mais en plus, c'est vachement naze parce que, voilà, imaginons par exemple que je veuille récupérer ma vie. Donc j'ai 2 choix. Voilà, ils ont quand même mis une commande restaurer, en fait, qui permet de restaurer sa vie comme ça. Le problème, c'est que quand on fait restaurer, c'est tous les personnages qui peuvent soigner, ça va être pris aléatoirement, ils vont nous soigner comme ça. Voilà, en gros, il faut comme ça appuyer, voilà, Chamorro. Bon, là, ils ont choisi que c'était Chamorro, mais bon, ça peut être n'importe qui. Mais ça s'énerve parce que moi ce que je veux c'est par exemple si je vais dans le sort, par exemple je veux que Illy, c'est-à-dire c'est en gros Illy qui est donc le personnage qui a les meilleurs sorts de soins. En gros je m'en sers souvent pour me healer mais je m'en sers pas comme combattant. Donc ce que je veux, je le prends lui et je me sers de lui pour healer. Mais regardez, voilà, lance heal et après une fois qu'on a fait ça, le menu disparaît complètement. Il faut revenir dedans, re-aller dans le sort, reprendre Illy, re-choisir le soin. Et voilà, et re-choisir de soigner quelqu'un. Et à chaque fois, le menu s'en va complètement. Et c'est ça pour toutes les actions. À chaque fois, il faudra toujours revenir comme ça dans le menu. C'est absolument horrible. Il faut également savoir qu'on ne peut pas transporter énormément d'items, à part dans le sac, en bas. Il y a une petite erreur, parce que sac CK, j'ai jamais vu un sac qui s'écrivait comme ça, mais bon, c'est pas grave. Voilà. C'est-à-dire que tous les personnages, vous voyez là ce qu'on peut transporter, équiper nos armes et nos armures, et ensuite les items qui sont dessous, c'est les items que l'on peut utiliser en combat grosso modo. Mais on est limité au nombre d'emplacements que vous voyez à l'écran. Après on doit les mettre dans le sac. Mais c'est vachement difficile parce que quand on veut un item du sac, il faut le sélectionner, après il faut sélectionner un bonhomme. Après dans le menu, on passe un temps infini dans le menu, tellement que c'est peu intuitif. Tellement que vraiment c'est extrêmement mal foutu. Non seulement c'est moche, mais en plus c'est pas du tout ergonomique. Je suis désolé. Voilà, et on va partir. Et en plus parfois ça plante. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire, mais ça c'est dû à la traduction. Je pense que même dans la traduction anglaise du jeu, en émulation, ça fait ça. C'est-à-dire que parfois, généralement c'est quand on va dans équiper là, le jeu plante complètement et on est obligé de faire un reset. Hein. Voilà. Donc je crois, qu'est-ce que j'avais mis d'autre sur ma feuille là? Le système de jeu, oui, mais ça c'est le système de jeu qui est très rébarbatif. C'est-à-dire, on ne peut que sauvegarder dans les églises, c'est extrêmement chiant. Les sorts de résurrection uniquement dans les églises, sauf maintenant, il y a quelques heures, que Muriel a enfin appris le sort Vivifie, quoique je crois que Shamano l'avait aussi. Mais bon, vu qu'il avait tellement peu de HP qu'il se faisait tuer à chaque fois, le fait de ne pas avoir de heal de groupe, c'est du grand n'importe quoi. On est obligé... Voilà, c'est extrêmement chiant, quoi. Voilà, moi vraiment, j'ai beaucoup de mal à m'expliquer le succès des Dragon Quest. Voilà. Peut-être que j'imagine qu'il y a un sentiment de nostalgie à travers ceux qui y jouent, à travers tous les clins d'œil qui se répètent d'épisode en épisode. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai l'impression qu'on fait à chaque fois toujours à peu près la même quête.
Sauf que c'est pas les mêmes personnages, c'est pas les mêmes lieux, mais c'est toujours quand même la même chose, quoi. C'est des méchants démons, des gentils humains, il y a des rois, il y a des princesses, il y a des princes, il y a une multitude de villages, plein de donjons, mais c'est toujours la même chose. Le schéma reste identique d'un Dragon Quest à un autre. Je pense que c'est aussi ça qui a fait le succès. Moi, je ne supporte pas, je vous dis, je ne supporte pas. Mais je reconnais que ce Dragon Quest 6 est un jeu tout à fait correct, hein. Mais je n'arrive pas à m'amuser tout de même avec ce jeu. Vraiment, je ne peux pas, quoi. Je sais pas comment on fait. Moi, j'ai beaucoup de mal. Voilà, j'ai beaucoup de mal. Et peut-être l'une des autres raisons, c'est probablement Akira Toriyama. Voilà, le style unique de Toriyama avec le chara-design des persos et des monstres qui est quand même vachement bien foutu. Puis ensuite, avec le succès de Dragon Ball qui est arrivé à peu près en même temps que les Dragon Quest, je pense que ça a dû également jouer. Mais tout de même, c'est un tel phénomène au Japon que pour moi, ça reste difficile de comprendre. Ça reste difficile de comprendre, quoi. Pourquoi les Dragon Quest sont plus connus, plus vendus au Japon que les Final Fantasy? Pour moi, ça reste une énigme, mais vraiment une énigme. Voilà, on va s'arrêter là. Je me rends bien compte que ça n'a pas été une vidéo très intéressante au point de vue visuel, parce que vous n'avez pas vu grand chose. Et honnêtement, il y a pas. Je me rends compte maintenant que j'aurais peut-être dû faire une vidéo en voix off, en fait, où j'aurais pu vous montrer beaucoup de choses, des donjons. Je vais quand même vous montrer juste un château, parce qu'il y en a beaucoup. Ça fait également partie intégrante du jeu. Mais je me rends bien compte que je ne vous ai pas montré grand chose. Mais que vous montrer, quoi. Vous avez tout vu, quand on se déplace sur la map, on va de village en village, de château en château, voilà. Là, on est dans un village, très joli à chaque fois, vous voyez, c'est très très joli, hein. Ça, il n'y a aucun souci. Toujours le personnage, là, qui est là dans tout Dragon Quest, hein, avec sa skin, avec son casque, là. Bah, visuellement, le jeu est loin, est très très loin d'être moche, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est pas non plus le plus beau jeu Super Famicom, mais il est très très loin d'être moche. Les villages ont même un certain cachet, quoi. Beaucoup de couleurs, comme ça. Non, ils sont vraiment sympas à regarder, puis ils sont vraiment différents, les villages. Alors, contrairement aux donjons, ou aux grottes, ou aux temples, qui se ressemblent un petit peu tous, quoi. Quand on va dans un donjon, la moitié des donjons sont identiques, puis très 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 labyrinthiques, avec des chemins un peu partout, on sait jamais où on va, on n'a pas de map, il n'y a pas de carte, c'est le gros bordel, des combats toutes les 2 secondes, c'est juste insupportable les donjons, il n'y a pas d'autre mot. Maintenant c'est sûr que le jeu a d'autres qualités, enfin, l'immensité du monde, le jeu est super vaste, avec 2 mondes parallèles, et un 3e monde sous-marin par la suite. Et évidemment il y a beaucoup de choses à découvrir, d'autant plus qu'il y a un nombre incommensurable de quêtes annexes dans tous les sens. Voilà, le système de classe est vraiment sympa, ça je vous l'ai montré, il y a une vraie personnalisation des personnages, et ça c'est sympa. La durée de vie est, là encore une fois, plus que conséquente, c'est certain. Le chara-design de Toriyama fait toujours son petit effet. Bon, mais le reste, voilà, est-ce que ça suffit à faire vraiment un RPG excellent? Moi j'en doute. Voilà, bon allez, je vous dis bye bye, et à la prochaine.